C'est bon, on a retrouvé tout le monde, puis on a gagné quelqu'un. Bonjour, deux personnes. Alors, du coup, on va reprendre. Et effectivement, on va reprendre avec un livre qu'apparemment certains connaissent un petit peu peut-être. Influence et manipulation de Robert Cialdini. Pour info, ça pareil, c'est un débat. Ne vous fiez pas aux mots influence et manipulation. C'est un débat de savoir le marketing, est-ce que c'est de la manipulation, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Il faut avoir ce débat entre vous. Nous, on ne l'aura pas aujourd'hui. Moi, je me positionne juste d'une seule façon, c'est que quand vous êtes un entrepreneur, vous devez vendre votre produit. Moi, mon but, parce que j'avais ce débat à ma femme qui, pour me charrier, me dit « Ouais, mais de toute façon, toi, en gros, ton travail, c'est de manipuler les gens, c'est le truc. » Je dis « Non, c'est pas ça mon travail. » Et moi, mon travail, c'est pas de vendre des produits à des gens qui n'en ont pas besoin. Justement, ça serait la pire façon de faire mon travail. Moi, si, que ce soit la formation de Max, les produits, etc., les programmes d'ATP, si je vends ces produits à des gens qui n'en ont pas besoin, c'est la pire façon de faire mon travail, parce qu'avoir quelqu'un qui n'est pas le bon client, c'est la pire chose qui peut vous arriver. Parce que les gens ne vont pas être contents, ils vont vouloir se plaindre, ils vont faire une mauvaise réputation, etc. Au contraire, moi, mon objectif, c'est de cibler les bonnes personnes, faire en sorte que les clients ils soient contents, qu'ils en aient pour leur argent, et de faire vivre les créateurs de contenu avec qui je travaille et de faire vivre les sociétés avec lesquelles je travaille. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 6 points? En fait, c'est 6 principes de persuasion que vous devez avoir en tête. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous trouviez que l'influence, ça soit quelque chose, le marketing, ça soit quelque chose de positif ou négatif ou pas, ces 6 points psychologiques, ces 6 points humains qui nous impactent tous. Le premier, c'est la preuve sociale. Quand vous êtes sur Amazon et que vous voyez que sur un produit, il y a eu 5000 avis, vous avez plus envie de l'acheter. Pourquoi vous le faites plus confiance? Parce qu'on est des êtres humains, on se dit, s'il y a 5000 personnes qui ont mis des avis, s'il y a eu 5000 clients, ça veut dire que... Merci de contrôler, ça tourne, hein? Merci, je te laisse contrôler s'il y a le moins de problème. S'il y a 5000 personnes, c'est signe que vous pouvez faire confiance. À notre échelle à nous, si vous connaissez quelqu'un, un de votre ami qui vous dit hey, « va manger à Stakos, ils sont super bons », vous allez aller manger là-bas. Parce que vous faites confiance à votre ami et si lui vous dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Donc, la preuve sociale, c'est très important et vous devez à votre échelle la mettre en place. Ensuite, on a la réciprocité. Qu'est-ce que c'est que la réciprocité? C'est si vous donnez quelque chose à quelqu'un, il va se sentir obligé de vous donner quelque chose en retour. C'est pour ça que, par exemple, qu'est-ce qu'on fait pour récolter les mails des gens? Bon, on leur donne un petit produit, que ce soit un entraînement, un petit e-book, 5 conseils de nutrition, etc. Peu importe. Si vous donnez un petit quelque chose à quelqu'un, bah, il va vous donner son mail en retour. Et si vous donnez beaucoup de contenu gratuit à quelqu'un, bah, la personne va plus avoir envie de consommer chez vous. Parce qu'elle va se dire, attends, lui, il m'a donné plein de conseils, il m'a donné plein de trucs. Là, il sort un produit et vas-y, je vais l'acheter. Des fois, il y a des gens qui vont acheter que pour vous soutenir. Moi, par exemple, dans ma formation, j'ai eu quelqu'un qui a acheté pour me soutenir. Qui m'a dit, ouais, j'ai acheté parce que tu m'as grave donné des trucs et tout. C'est un étudiant en STAPS, mais d'une autre ville. Et qui m'a dit, bah ouais, j'ai acheté pour te soutenir parce que tu donnes plein de contenu, tu donnes plein de choses. Vas-y, ça m'a fait plaisir. C'est cool. C'est rare que ça va arriver comme ça, hein. Parce que les gens n'achètent pas non plus que pour vous faire plaisir, c'est aussi parce que ça leur sert. Lui, c'est aussi parce que ça va lui servir. Mais ce qui l'a fait passer à l'action, c'est le fait qu'il se soit dit « Bah attends, Under, il partage plein de choses, il m'a donné plein de conseils, il nous donne plein de trucs. Donc moi, sa formation, j'ai plus envie de l'acheter que celle de quelqu'un d'autre. » La rareté, c'est le fait que plus quelque chose est rare, plus on en a envie. Si vous faites des promos toutes les semaines, bah en fait, au bout d'un moment, vos promos, elles vont servir à rien. C'est comme les méthodes d'entraînement. Parce que les gens, ils vont se dire, c'est pas grave. Si je rate cette promo, il y en aura une la semaine prochaine, il y en aura une dans un mois, c'est pas grave. Alors que si vous faites une promo dans l'année, une seule fois, vous vous dites, à ce moment de l'année, j'accepte de brader un petit peu mes coachings, de faire un tarif. Bah les gens, cette période de l'année, ils vont beaucoup plus consommer. Je suivais par exemple dernièrement une créatrice de contenu qui n'a pas forcément beaucoup d'abonnés, elle a quelques dizaines de milliers.
Et elle a fait une story, elle a dit ouais, moi je fais jamais de Black Friday, mais là en 4-5 ans, vas-y, cette année je le fais. Elle a dit voilà, cette année, allez, je me laisse jouer au jeu, je vais faire un Black Friday, je fais une promo pour mes formations et tout. Elle a cartonné pendant le Black Friday. Pourquoi? Parce que tous les gens qui la suivent, peut-être que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Je sais pas, je la suis pas depuis assez longtemps. Mais peut-être que c'est pas vrai ce qu'elle dit. Mais moi je pense que c'est vrai, mais quand bien même c'est pas vrai, les gens qui la suivent, ils se sont peut-être dit attends, elle fait une promo, c'est maintenant ou jamais d'économiser en fait. Je suis intéressé par ce qu'elle fait parce que je suis abonné à elle, sinon je verrai pas ses stories. Donc je vais acheter maintenant et je vais acheter le plus possible. Est-ce que vous connaissez Antoine BM? Qui connaît Antoine BM ici? Personne? Antoine BM. BM. C'est Blanche Maison, je crois, son nom de famille. C'est un créateur de YouTube, c'est un créateur de contenu sur YouTube. Vous l'avez forcément vu. Il ne fait pas forcément beaucoup d'audience, mais vous avez forcément vu sa tête passer à un moment donné. Il a sorti quelque chose il n'y a pas longtemps qui je trouvais très très fort et très ingénieux. Il a envoyé un mail, puis il a fait des pubs, mais c'est juste pendant quelques jours. C'est quelqu'un en fait qui a plein de formations. Il doit avoir peut-être une dizaine de formations, une quinzaine de petites formations. Comment organiser son temps, comment créer du contenu, comment lancer un business en 14 jours, et ça. Il a plein de contenus. Et plein de formations. À chaque fois, les formations, elles coûtent quelques centaines d'euros. Et il a sorti un jour un truc, c'est qu'il a dit, je fais une vente dans 2-3 jours, ça va coûter 3000 euros, mais si vous payez 3000 euros maintenant, vous avez accès à toutes les formations que j'ai faites jusqu'à maintenant et à toutes celles que je vais faire dans le futur. Accès à vie à tout ce que je fais, quoi qu'il arrive. Tu payes 3000 euros, je crois que c'est 3000, quelque chose comme ça, tu as accès à tout. Mais il a dit par contre, il n'y aura plus jamais cette chance-là. Je sors ça maintenant. Ceux qui sont intéressés, foncez. Ceux qui ne sont pas intéressés, c'est pas grave, mais ceux qui sont intéressés, foncez, parce que ça n'arrivera plus jamais, jamais je le referai. Alors je sais pas, est-ce qu'il avait... Moi je me suis posé la question, est-ce qu'il avait besoin de cash rapidement? Il s'est dit, je vais sortir un truc et je vais faire grave du cash. C'est une très bonne idée. Même s'il n'a pas besoin de cash, c'est une très bonne idée. J'ai vu ça, j'ai dit, en fait, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Parce qu'il a déjà une certaine audience, il y a déjà beaucoup de personnes qui le suivent, donc il sait que les gens sont intéressés par ce qu'il fait potentiellement. Il sait qu'il a une certaine fanbase. Et il s'est dit, comment je peux trouver il s'est probablement dit, comment je peux trouver un principe de rareté pour, à un moment donné, faire exploser mes ventes. Bah voilà, il s'est dit, je vais sortir un truc une fois, une promo une fois. C'est même pas une promo, on va dire c'est une offre une seule fois. Et il a probablement fait... je suis sûr qu'il a fait des dizaines de ventes. C'est une certitude, si ce n'est des centaines, peut-être, je le souhaite en tout cas. Mais très bonne idée. C'est très ingénieux de sa part de faire ça. Ne soyez pas surpris par les chiffres. Hein. On va venir, on parlera de chiffres plus tard, mais c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile de vendre un produit cher que de vendre un produit pas cher. Je vous expliquerai le pourquoi du comment après, mais en soi, en vrai, quand vous savez faire, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit de prendre un produit cher que de vendre un produit pas cher. Et ne soyez pas surpris par les chiffres, parce que déjà, la plupart des chiffres que vous entendez, c'est des chiffres d'affaires. Donc, ce n'est pas ce qui reste dans la poche des gens. Quelqu'un peut générer 100 000 euros et lui rester 2 000 dans la poche. Donc, ne vous fiez pas à ça. La plupart des chiffres que vous voyez sur Internet, la plupart mentent. Parce que c'est comme ça, en France, les gens mentent. Enfin, pas qu'en France, mais les gens mentent sur Internet, c'est comme ça. Et demandez-vous toujours la question, on va venir après, mais quel effort pour quel chiffre? Ou en combien de temps on peut jouer avec les chiffres? C'est très simple de jouer avec les chiffres, donc ne vous fiez pas trop à ça. Et ne soyez pas surpris et n'ayez pas de pensée limitante en vous disant ouais, c'est dur de faire 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, là, vous êtes étudiant et tout, vous vous dites déjà, mais moi, si je gagne 2 000 euros, je suis content et c'est déjà très bien. Mais c'est rien. À l'échelle, surtout à l'échelle d'Internet. Déjà, à l'échelle d'un coach, 2 000 euros, entre 2 et 5 000 euros, c'est un très bon salaire, c'est bien. Mais si vous êtes un coach qui sait travailler, je parle, hein, dans le sens qui sait tout ce qu'on parle depuis tout à l'heure, qui sait faire tout ça, entre 2 et 5 000 euros, c'est bien. C'est très bien. 5 000 euros, c'est très bien. 2 000 euros, vous êtes déjà bien. Mais à l'échelle d'Internet, c'est rien. C'est vraiment rien. Gardez juste ça en tête. Soyez pas impressionnés par ces chiffres-là. L'appréciation, c'est quoi? C'est est-ce que les gens vous aiment bien? Plus les gens vous aiment, plus ils vont consommer chez vous. C'est comme la fille avec 2,6 millions d'abonnés tout à l'heure. Probablement que dans son audience, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas.
qui la suivent parce qu'elle a dû faire scandale, parce qu'elle a dû faire quelque chose, parce que c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître sur Internet, malheureusement, que certains se font connaître sur Internet, et surtout quand on n'a rien à proposer, en fait. Quand les gens de la télé-réalité, etc., ils ont plein de gens qui les suivent, mais la plupart, une grande partie, c'est pour les insulter, etc. Donc, à l'inverse, si vous êtes aimé par votre audience, bah, les gens vont plus de chances d'acheter chez vous. Ensuite, l'autre point, c'est l'autorité. Chez nous, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de costume du coach. Par exemple, un pilote d'avion, il y a le costume, les hôtesses, un médecin, il a sa blouse, etc. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, comment ça se traduit l'autorité ? Vous avez les diplômes, ce que vous avez réussi, les avant-après, les transformations, les succès que vous avez eus avec vos athlètes, et ça passe par votre corps. Gardez-le en tête. Moi, j'ai fait une erreur pendant très longtemps, c'est que je me suis dit, en vrai, les gens, ils s'en foutent de moi. Moi, en plus, je ne suis pas du tout dans les sports de tout ce qui est fitness, etc. Moi, je viens des sports de combat et de la course à pied. Donc, j'ai dit, moi, mon corps, je m'en fous. Dans le sens où moi, mon corps, il me permet de faire ce que je fais, ça me va très bien. Quand je boxe avec des gens, mon corps, il me va bien. Mais pour faire du coaching en salle, la réalité, c'est que les gens vont regarder ça. Et c'est effectivement tard que je me suis rendu compte que je me suis dit, OK, j'ai eu des super résultats en tant que coach, mais je suis sûr que si j'avais mis plus de l'intérêt, j'avais plus mis mon corps en avant, j'avais plus travaillé mon corps un peu en mode fitness, j'aurais eu beaucoup plus de résultats, c'est une certitude. Après, est-ce que je l'aurais fait ? Je ne l'aurais pas fait. Parce que je ne vais pas m'amuser à faire du body, entre guillemets, pour avoir des clients. Moi, je m'en fous. Et ça marchait très bien pour moi. Mais c'est une réalité. Gardez-le en tête, posez-vous la question, dites-vous, est-ce que dans le marché dans lequel je suis, tout à l'heure on parlait de niche, dans la niche dans laquelle je suis, est-ce que mon corps me met en avant ou pas ? Mais parce que ça sera une autorité. Parce que les gens vont se dire, lui, il n'a pas réussi à perdre du poids pour lui et il veut me donner des conseils pour perdre du poids. C'est un peu comme le banquier qui est fauché. Si votre banquier il est fauché et qui vous dit, ouais, j'ai des idées pour investir, vous allez dire, ouais, bah, toi, investis pour toi déjà et après, tu investiras pour moi. C'est exactement pareil. Donc chez nous, il n'y a pas de costume, on n'a pas de, ce que j'appelle costume, pardon, c'est d'uniforme, pardon. Il n'y a pas d'uniforme, mais notre uniforme, c'est notre corps. Donc ceux qui ont vraiment envie de se mettre coaching en salle ou coaching dans des milieux bien spécifiques, gardez ça en tête. Gardez ça en tête, vous devez avoir soit le corps, soit les compétences qui vont avec. Parce que par exemple, je prends le cas de nous, les sports de combat, le corps, comme il y a des catégories de poids, entre un poids lourd et un poids léger, c'est pas du tout le même physique. Et du coup, à un poids léger, vous pouvez voir un mec, surtout à sa façon de s'habiller, c'est valable pour une femme aussi, hein, à sa façon de s'habiller, etc., vous allez vous dire, mais lui, c'est quelqu'un de lambda. Mais en fait, c'est quelqu'un d'archi physique, qui a un physique de malade, et qui peut vous prendre, vous tordre en deux secondes. Mais c'est juste que sa catégorie de poids fait qu'il a ce physique. Mais par contre, ses compétences vont grave le mettre en avant. Moi, il y a beaucoup de préparateurs physiques que je suis qui sont dans les sports de combat, qui ont un physique vraiment lambda. C'est-à-dire que oui, quand ils sont habillés avec les habits moulants qu'on met au MMA et tout, les collants, on voit qu'ils sont physiques. Mais ils ont vraiment des cuisses lambda. On voit qu'ils sont musclés, quoi, mais c'est pas des mecs qui font du body, quoi. Par contre, ils posent la main sur vous, c'est terminé. Ils vous envoient un coup de pied, c'est terminé. Donc, ça aussi, ça vient faire autorité. C'est pour ça que je te réponds un petit peu à ta question tout à l'heure. Tu m'as dit, ouais, être un bon compétiteur, c'est pour ça que ça marche, en fait. Parce que les gens se disent, s'il a été un bon compétiteur, c'est qu'il s'y connaît. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Ouais. Un champion olympique, ça ne fait pas forcément un bon entraîneur. Ça peut faire un bon entraîneur. Zidane, c'est un super entraîneur. Mais il n'est pas super entraîneur parce qu'il était Zidane. Il est super entraîneur parce qu'il s'y connaît au foot, qu'il a travaillé, il a entraîné, il a commencé tranquille et il a gradé. Mais il n'est pas... Pourquoi il y a plein d'autres footeux qui n'ont pas réussi à être entraîneurs ? Parce qu'il ne suffit pas d'être un bon footeux pour être entraîneur. Mais ça vient jouer sur le biais d'autorité. Et ensuite, il y a la cohérence. Ça vient un peu lier cette histoire d'autorité parfois et de réciprocité que je parlais tout à l'heure. La cohérence, en fait, c'est quoi ? C'est que si quelqu'un, par exemple, vous avez dit clique sur ce bouton pour avoir plus d'infos, si la personne elle a cliqué, elle a plus de chances de continuer. Pourquoi ? Parce qu'indirectement, elle a fait une première action. Donc, pour confirmer cette première action, elle va se dire bah, « Ok, je me suis intéressé à la perte de poids. Là, il me propose un programme avec une super promo. Bah, ok, je vais l'acheter. » Parce que j'étais intéressé inconsciemment, ça va jouer en elle.
C'est pas forcément évident à comprendre, mais dès que vous allez mettre des choses en place, vous allez vite comprendre. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les opt-in en 2 étapes. C'est que, par exemple, moi, je l'ai fait sur mon site et par curiosité, si vous voulez aller voir, vous pourrez aller voir après, pas maintenant. Mais sur la page d'accueil, pour avoir le lead magnet, donc je mets quelque chose, ouais, si ça t'intéresse, clique là, tu cliques, il y a un pop-up qui s'ouvre. Et donc, forcément, les gens qui cliquent, il y a le pop-up qui s'ouvre, tu vas forcément remplir le formulaire. Parce que tu as fait un premier clic et que du coup, ça serait bête. Quel intérêt de faire un premier clic, c'est pour ne pas faire la suite. Donc, il y a ce principe de cohérence qui vient jouer et vous pouvez utiliser ça en guillemets. Alors, oh, pourquoi les images ne sont pas chargées? Bon, c'est pas grave. Alors, ce que j'appelle la dernière muraille maintenant, l'enchaînement logique de tout ce qu'on a vu, c'est les objections. C'est quelque chose qui est lié à la vente que nous, on ne nous apprend jamais en STAPS. Les objections, c'est quoi? C'est toutes les raisons, toutes les excuses en guillemets que les clients vont avoir pour ne pas acheter. Et vous devez venir forcément gommer ces freins, enlever ces freins pour pouvoir faire passer à l'action. Vous allez voir, il y a des objections qui reviennent partout, dans tous les domaines, tout le temps. Il y a par exemple le prix. Si quelqu'un vous dit c'est trop cher ou c'est trop cher pour moi, je n'ai pas les moyens, ce que vous devez comprendre, c'est que la valeur de ce que vous proposez, la valeur perçue de ce que vous proposez n'est pas en accord avec le prix. Si moi je propose une séance à 50 € et que la personne elle me dit c'est trop cher ou j'ai pas les moyens, ça veut dire quoi? Dans sa tête, mon coaching il vaut pas 50 €. C'est ce que moi je dois comprendre. Je ne dois pas essayer de trouver une raison de ah oui mais regarde si tu fumes moins tu peux faire non. C'est que la personne en fait elle se dit ce qu'il me propose ça vaut pas cet argent-là. Si moi je viens et je vous propose une Ferrari à 1000 €, vous l'achetez ou pas? Bien sûr que vous l'achetez. Parce que vous savez très bien que ça vaut beaucoup plus que ça. Si maintenant je viens, je vous prends une Twingo qui a brûlé, je vous dis tiens 1000 €, vous l'achetez pas. Vous savez très bien que ça vaut pas 1000 €. Valeur perçue, valeur réelle. Ok? Gardez ça en tête. Gardez ça en tête et ne vous essayez pas de vous obstiner à changer je ne sais quoi parce que la personne ne veut pas acheter. Ce qu'on a aussi, c'est la confiance. Vous devez inspirer confiance aux gens. Si les gens n'ont pas confiance en vous, ils n'achèteront pas. Ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par le fait de mettre les gens à l'aise, de ne pas paraître comme un relou qui va absolument forcer la main, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'avez aucun intérêt à vendre à quelqu'un qui n'a pas envie. C'est la pire chose que vous pourrez faire. Ne faites pas ça. Parce que vous allez peut-être faire une vente de temps en temps, mais cette personne va déjà ruiner votre réputation, elle va être plus mal à l'aise qu'autre chose. Puis au final, ça va servir à rien en fait. Vous ne construisez pas une carrière comme ça. Si les gens n'ont pas confiance en vous, dites-vous qu'est-ce qui fait que je mets mal à l'aise les gens? Mal à l'aise dans le sens, qu'est-ce qui fait que j'inspire pas confiance? J'ai l'air de quelqu'un qui ne va pas faire ce qu'il a promis. J'ai l'impression de passer pour un vendeur de rêve. J'en fais peut-être trop en voulant augmenter ma valeur perçue. Peut-être que j'en fais trop. Je fais trop croire que ça va être si simple. C'est pas une bonne chose, par exemple, de faire croire que ça va être simple. Il y a des coachs qui font ça, mais non, ça va être trop simple, regarde, on va faire ça et tout. Mais les gens, ils se disent, mais attends, ça fait 5 ans que j'essaie de perdre du poids, j'y arrive pas, et lui, il m'explique qu'en 2-3 séances, il va me faire ça, c'est pas normal. Alors que si vous dites aux gens, ouais, ça va être simple, regarde, je viens, je vais t'accompagner. Par contre, il va falloir transpirer, il va falloir tout donner. Là, les gens, ils vont se dire, ah oui, ok, il n'essaie pas de me mentir. Il n'essaie pas de m'entourlouper. Non, il me dit, ok, il sait faire, il peut le faire, mais ça demande des efforts quand même. Ou si vous montrez que vous ne cherchez pas à tout prix à vendre. Ça, ce qui est compliqué, c'est dans les débuts. Dans les débuts, vous n'avez pas de clients, il faut payer le loyer, il faut payer les courses, et vous avez envie de conclure tous les clients. Au début, c'est normal, il y a ce stress-là, ça va se voir sur votre visage. On va parler de pricing après, ça va se voir sur votre visage. Mais si vous montrez que vous ne cherchez pas à forcer la vente, les gens vont se dire, ok, il n'essaie pas de me forcer, il s'en fout que j'achète ou que j'achète pas. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est pour mon bien. Si j'achète, tant mieux. Si j'achète pas, c'est pas grave. Donc les gens vont se sentir en confiance. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Ensuite, les avis clients, vous devez beaucoup les utiliser parce que les gens ont besoin de voir ce que vous avez déjà fait et parce qu'on a vu principe de persuasion, la preuve sociale, mais aussi le fait de se dire ok, il y a d'autres personnes comme moi qui ont fait l'appel à lui, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Les gens ont besoin de voir ça, quel a été leur résultat? Et donc le fait de mettre ça en avant, vous allez gommer des objections que la personne va se dire est-ce qu'il va vraiment réussir? Est-ce qu'il va vraiment réussir à faire ce qu'il a dit? Et aussi, quelque chose qui est important, c'est
tout le monde se sent unique. Dites-vous que chaque client qui va venir vers vous, il va se sentir unique. De se dire, non mais moi, mon cas, il est particulier. Moi, j'ai besoin de perdre du poids, mais pas comme tout le monde. Moi, mon corps, il est différent. Tout le monde a ce biais-là. On l'a tous. Et le fait de voir d'autres avis clients comme eux, bah, ça va permettre de donner plus de valeur à votre message. C'est pour ça que, par exemple, si vous vendez un programme de perte de poids pour les femmes, mettez une femme en couverture. Mettez pas un homme. Ne montrez pas une transformation d'une femme. Ça paraît bête, vous allez vous dire, mais non, mais c'est de la perte de poids. Oui, mais c'est de la perte de poids d'un homme. Qu'est-ce qui vous dit que vous savez gérer une femme? À l'inverse, si vous êtes avec des hommes, ne montrez pas des transformations de femmes, montrez des transformations d'hommes, parce que la personne va se reconnaître. C'est pareil aussi pour la création de contenu, on développera la création de contenu demain. C'est très important d'utiliser les bonnes images, les bons avis clients au bon moment. Si, comme nous, vous cherchez à vendre à des kinés, ne montrez pas des avis de coach sportif. Parce que là, je vais dire, oui, mais moi je suis kiné, je ne suis pas coach sportif, je n'ai pas le même besoin qu'un mec qui a fait BPGEPS ou qu'une femme qui a fait BPGEPS. Et tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a aussi des entraîneurs, pardon, dans les. Pourquoi on a mis est-ce que tu entraînes des athlètes? C'est parce qu'on a aussi des entraîneurs qui sont dans nos formations, qui sont dans nos groupes. Ensuite, on a. Est-ce qu'on aura les images? Non, on ne les aura pas. On a la garantie. La garantie, c'est quoi? Les gens ont besoin d'avoir une garantie. Vous devez trouver une façon de garantir aux gens. Ne tombez pas dans le piège de « ouais, si j'atteins pas mes résultats, je te rembourse ». Parce que ça va créer l'effet inverse. Les gens vont se dire quoi? Déjà, ils vont pas faire les efforts à fond parce qu'ils vont se dire « de toute façon, j'ai rien à perdre, ils me remboursent en cas de problème ». Et surtout, vous n'allez pas vous en sortir. Nous, je vous explique pas. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, ça va, parce qu'on a une bonne communauté et tout. Mais au moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, il y a un malin qui achète la formation à 18h. Et comme nous, on a mis, voilà, satisfait ou remboursé. Et on ne chipote pas sur ça, nous. 18h, ils achètent la formation. 18h01. Ouais, salut Max. Bah, finalement, en fait, j'aime pas la formation. En fait, elle ne correspond pas à ce que j'ai besoin. Tu peux me rembourser, s'il te plaît? Tu viens d'avoir accès à toutes les vidéos. Tu viens de télécharger 15 gigas de contenu pro, des programmes d'athlètes pro. Et en 2 minutes, tu as décidé, en fait, sans même regarder si c'était bon ou pas. Il y a des gens qui vont vouloir jouer aux imbéciles avec vous. Donc, faites attention à la garantie que vous mettez en place. Mais mettez en place des garanties. Après, les garanties, c'est surtout valable sur Internet. Dans le sens où, en face à face et surtout en coaching, vous n'allez pas dire quoi comme garantie? Il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en place et vous n'en avez pas forcément besoin. Mais puis le fait que vous soyez dans une salle physique, ça gomme cette barrière-là. Mais sur Internet, c'est très important. Ceux qui veulent vendre des programmes en ligne, gardez en tête, il faut une garantie. Il faut quelque chose que la personne se dise, OK, même si j'essaye, j'ai entre guillemets rien à perdre. Vous n'êtes pas obligé de rembourser les gens. Par exemple, je vous citais Antoine BM tout à l'heure. Lui, ce qu'il dit dans certaines de ses formations, c'est que tu as 30 jours, je crois, pour mettre en place. Si tu ne mets pas en place et que tu demandes un remboursement, bah, il t'offre soit la différence si tu trouves mieux ailleurs, ou il a trouvé un principe en gros qui fait en sorte qu'il n'a pas besoin de sortir de l'argent de sa comptabilité. Ça, c'est une façon de faire. C'est une façon intelligente parce qu'après, si vous commencez à sortir de l'argent de la comptabilité, déjà, c'est chiant niveau compta, c'est infernal. Et en plus, vous n'allez pas vous en sortir. Alors que le fait de dire, bah, si tu n'es pas content, je t'offre une séance de coaching, etc. Ça peut être par exemple quelque chose à mettre en place, achète mon programme en ligne. Si tu n'es pas content, on fait une séance en visio, je t'offre un truc et on trouve une solution comme ça. Et ensuite, le dernier point que j'ai déjà du coup un petit peu abordé, mais c'était la valeur perçue. Pour développer un peu, la valeur réelle, c'est ce que coûte vraiment votre produit. C'est par exemple, pour faire un t-shirt, ça m'a coûté 50 €. Entre le prix de fabrication, la livraison, etc., ça m'a coûté 50 €. La valeur perçue, c'est quelle est la valeur que le client pense à ce t-shirt. S'il pense que ça coûte 60 €, j'ai gagné 10 €. Il est là mon bénéfice. S'il pense que ça coûte 30 €, ben j'ai perdu 20 € parce qu'il n'achètera jamais à 50 € de toute façon. Vous devez faire en sorte d'augmenter un maximum cette valeur perçue. Et comment ça passe par augmenter la valeur perçue? Ça passe par mettre en avant votre produit et mettre en avant les bénéfices de votre produit. Ne soyez surtout pas focalisé sur les caractéristiques, comme je vous disais dans la première partie. Soyez focalisé sur les bénéfices. Ne dites pas « mon programme, il a 10 séances ». Dites « mon programme permet de faire ça ». Le résultat, c'est ça. Okay, essayez d'augmenter la valeur comme ça. Par exemple, sur les habits, on peut dire « ouais, c'est du coton bio, c'est du made in France », etc. Par exemple, Pagani, leur valeur, comment ils augmentent la valeur perçue, c'est que c'est de l'artisanat, c'est rare. Donc ils disent « voilà, nous, nos voitures, vous ne pouvez pas les retrouver ailleurs. » Donc oui, forcément, ça a plus de valeur.
À vous de trouver des façons d'augmenter la valeur de vos produits. Ça ne marche pas ou est-ce que... Ah. Alors attendez, on va juste faire ça parce que je crois que... Ouais, c'est pour ça. Ah mince, bon, c'est pas grave. Alors, qui est-ce qu'il y avait sur ces deux images? On n'a pas les images du coup, mais il y avait Mark Zuckerberg. À gauche, c'était la version de ses débuts. Et à droite, c'était la nouvelle version. Pour ceux qui s'y intéressent pas et qui connaissent pas forcément, du coup, Mark Zuckerberg, c'est celui qui a fondé Facebook, celui qui a volé Facebook, comme vous préférez, peu importe. C'est quelqu'un qui est très malaisant, c'est quelqu'un qui est très sociablement... je crois même lui, il le dit, il est inapte. C'est quelqu'un qui est très gênant, qui ne sait pas se comporter, dans le sens où il a du mal à... J'allais dire c'est un geek, mais non, c'est pas cool de dire ça, parce que c'est plus qu'un geek, mais il a un peu ce truc-là du cliché du geek qui ne sait pas parler avec les gens, qui est très mal à l'aise, il ne sait pas rire, il ne sait pas se tenir. En interview, vous pouvez lui dire un truc, il va réagir bizarrement. Voilà, il est assez particulier. Il a toujours eu cette image. Il a toujours eu cette image dès le début, ce qui fait que tellement les gens le comparent font la blague de dire que c'est un lézard. Il y en a, ils le pensent vraiment, mais il y en a, ils font la blague de dire que c'est un lézard, qu'il n'est pas humain, qu'il n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un de très particulier. Sauf que dernièrement, il a réussi une transformation qui est de devenir un mec archi cool. Aujourd'hui, il est archi tendance, il est archi cool. Le côté bizarre, il a été effacé. Bon, lui aussi, il a fait du travail sur lui, mais pour être à l'aise en société, parce que même lui, il savait qu'il n'était pas très à l'aise. Et aujourd'hui, il est même tendance. Comment est-ce qu'elle s'est fait cette transformation? Elle s'est fait parce qu'il a vraiment travaillé son personal branding. Personal branding, c'est quoi? C'est l'image qui dégage, pardon. C'est le fait de travailler son image, le fait de travailler sa marque. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut être grand pour avoir vraiment une image, quelque chose qui est dégagé aux autres. Donc lui, à son stade, il l'était. Et c'est passé par quoi? C'est passé par exemple par le MMA. Je pense que dans son cas, ce n'est pas une tactique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui allait vers le MMA parce que le MMA, c'est tendance. Surtout aux États-Unis, c'est tendance depuis un moment. Mais lui, je ne pense pas qu'il ait été pour ça. Je pense que vraiment, il a été personnellement parce qu'il voulait faire du sport et tout. Il s'est mis à faire du crossfit, il s'est mis à faire c'est les Murphs que ça s'appelle, c'est ça, les circuits des militaires et tout. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Il s'est mis à faire il est devenu super fort physiquement, il s'est mis au MMA, il a été gradé, il a eu des ceintures, il a fait des compétitions et tout. Et d'un coup, c'est devenu un mec super cool. Parce que d'un coup, c'est devenu un mec qui a porté la valeur de travail, de détermination, d'abnégation, d'entraînement, de dépassement de soi, etc. Et gardez une chose en tête, la meilleure façon d'impacter les gens, c'est par l'exemple, c'est par incarner les choses. Ça ne sert à rien, c'est pareil pour votre produit. Ça ne sert à rien de dire « Eh, regardez, moi, je suis un coach super cool ». Personne, au contraire, vous allez plus passer pour un coach bizarre en disant ça. Mais si vous êtes cool dans vos contenus, les gens vont se dire « Ah, c'est un coach cool parce qu'il est marrant, parce que ceci, cela ». Bah, lui, c'est exactement ce qu'il a fait. Avec tout son travail, voilà, que ce soit le crossfit, que ce soit le MMA, il a vraiment développé son personal branding et ça impacte sa marque. Ça impacte sa marque, ça impacte son comment on appelle ça, son business. Et du coup, c'est un super exemple de transformation. Parce qu'en plus, lui, il revient de vraiment loin. Il revient de vraiment loin. Dans l'autre image ici, on avait une autre transformation qui est celle de Elon Musk. C'est dommage parce que là, on avait Elon Musk avec une très bonne calvitie à l'époque de PayPal. Et là, on a Elon Musk où il est en train de fumer un joint avec Joe Rogan, il est en train de rigoler à moitié et tout. Lui aussi, il a fait une super transformation. Parce qu'effectivement, à l'époque de PayPal, il a une calvitie comme pas possible. C'est absolument pas un mec qui dégage une belle image, un mec cool. Parce qu'en fait, tous ces mecs-là qui ont fondé cette société-là, c'est des gros geeks, c'est vraiment des univers à part. Nous, on ne se rend pas forcément compte, déjà parce que nous, on est des sportifs de base, et puis forcément, en France, c'est pas très développé, entre guillemets, cette communauté-là, j'ai envie de dire ça comme ça. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de geeks qui créent des entreprises de malades et tout. Et eux, voilà, c'est les têtes d'affiche de ça. Et donc, c'était vraiment l'exemple parfait de ça. Et aujourd'hui, Elon Musk, il est cool. Sauf que lui, il est passé autrement, par une autre voie pour être cool. C'est que lui, il est passé par les mèmes. Il s'est rendu compte qu'il était devenu un mème vivant et il a commencé à en jouer. Et si vous suivez Elon Musk sur Twitter, alors que c'est un gars qui pèse des milliards comme pas possible,
qui est en train de rentrer dans l'État américain, etc., il passe son temps à faire des blagues, entre guillemets, à vanner les gens, à répondre en vannant. Des fois, c'est sérieux, c'est-à-dire qu'il va répondre à quelqu'un d'autre pour le clasher, pour le descendre, à un autre chef d'État ou quoi que ce soit. Mais c'est avec des mèmes, c'est avec des trucs comme ça. Par exemple, il a proposé à... Lui aussi, je crois, il fait un petit peu des MMA, mais lui, ça se voit, il est beaucoup moins sérieux sur le sport que Mark. Elon Musk a proposé à Mark Zuckerberg de se battre. Il lui a dit, bah vas-y, t'es un entrepreneur, je suis un entrepreneur, on va voir c'est qui est le meilleur de nous deux, bah vas-y, on se met sur la gueule, on fait un combat d'MMA. Le gars a proposé ça normal. Et juste avant que ça, il me semble qu'il avait proposé de faire un concours de kékette pour dire, viens, on mesure qui a la plus grosse. Littéralement, il avait proposé ça. Pour vous dire comment Elon Musk, il aborde le truc. De dire, bah ok, parce qu'ils se vannent l'un et l'autre, parce qu'ils ne s'aiment pas. Et du coup, voilà. Lui, il s'est dit, moi, je travaille mon image, mais sans en étant cool. Je fais des voitures cool, je fais des entreprises cool. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez quand sur le Cybertruck, il jette quelque chose, la vitre se casse, alors qu'elle n'est pas censée se casser? Ouais, tout le monde a vu ça? Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est la présentation du Cybertruck, donc sa camionnette là. Il dit voilà, les vitres elles sont incassables, etc. Et ils ont fait 1 milliard de tests, c'est filmé, effectivement c'était incassable. Et lui il prend le poids, il jette et ça casse. Et c'est typique le genre de situation où Mark Zuckerberg il aurait été archi gêné, il n'aurait pas su où se mettre. Elon Musk, je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait, il fait une blague, il dit un truc, il reprend, il recommence, il recasse le truc. Ah bon bah merde, bon bah ça marche pas et tout, il refait une blague et voilà. Parce qu'il a ce côté-là, lui, d'être cool, de faire des vannes, de mettre l'ambiance. Et lui, c'est comme ça qu'il travaille son image de marque. Il n'y a jamais qu'une seule façon de faire. Il n'y a jamais qu'une seule façon de faire. Et vous pouvez toujours aborder les choses de différentes façons. Je vais quand même juste essayer, parce que c'est vrai que c'est pas cool qu'il n'y ait pas les images, mais je ne vois pas mon téléphone. Qu'est-ce qu'ils sont forts pour faire plein de trucs, mais ils sont incapables de faire ni le airdrop correctement, ni la partage de co correctement. C'est une folie. Est-ce qu'il y a un de vos téléphones ici, ou est-ce que quelqu'un peut faire un partage de co, s'il vous plaît, quelques minutes? Quelqu'un qui a Internet illimité, ne sacrifiez pas votre Internet. C'est Gaspard, il est parmi nous? Ouais. Connectez-vous pas tous, salut. Hein. G 7, 10. Change-le après, parce que sinon ces crevards, ils vont tous aller tous les jours sur ton réseau. Ça marche, ça marche. Parce qu'en plus, le but, c'est de vous transmettre l'image vous dire qu'une image vaut 1000 mots, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est beaucoup plus parlant comme ça. Donc, comment Mark est devenu super cool. Pour ceux qui n'ont pas l'info, lui, c'est Israël Adesanya, un des champions de l'UFC, qui est pareil, qui est un mec qui est très bien aimé, qui est très cool. Et lui, c'est Volkanovski, pareil, très bien aimé et tout, champion aussi de l'UFC. Qu'il l'est plus, je crois, maintenant. Oui, qu'il l'est plus. Qui se fait même vanner par sa fille, je crois, qui lui dit... parce qu'il s'est mangé, si je dis pas de bêtises, un coup de pied à la tête, il s'est fait mettre KO. Et un jour, sa fille lui a demandé s'il y a des cambrioleurs, qu'est-ce qui va se passer. Mais lui, il a dit, mais moi, t'inquiète, je suis là, je défoncerai les cambrioleurs. Et sa fille, premier degré, lui a répondu, ouais, mais si il te met un coup de pied à la tête. Et du coup, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ma fille? Et je vais pas dire de bêtises sur celui qui l'a mis KO, si c'est Islam ou pas, je vais pas dire de bêtises. Et Elon Musk, à l'époque de la calvitie, avant qu'il aille en Turquie, et puis quelques années après. Alors, ça, c'est l'arc narratif d'un bon storytelling. C'est une image qui vient de Marketing Mania, qui est très bien faite, que j'adore, et qui est une chaîne que j'adore, que je vous conseille si vous vous intéressez au marketing. Et l'image, elle résume tout. Tout bon storytelling, respecte ces étapes. C'est-à-dire que vous êtes là, il y a un enjeu émotionnel, bim, il y a une première solution, on a l'impression que ouais, c'est super cool et tout. Donc, pardon, il y a un obstacle entre-temps, après, il y a la solution, sauf qu'en fait, c'est pas si facile que ça, donc c'est un peu la galère et tout, mais il y a quand même la solution, et après, ça y est, c'est la fin du film. Si vous réfléchissez bien,
tous les films, les bons films respectent ça. Je vais même aller plus loin, en étant même quelqu'un de religieux, toutes les histoires religieuses respectent ça. L'histoire de quelqu'un qui a connu des difficultés, mais qui a eu des solutions, donc du coup qui sont divines, mais qui a quand même connu des difficultés et qui finit à son apogée en trouvant encore des solutions, etc. Ça, c'est un bon arc narratif. Si un jour vous avez besoin de faire du storytelling pour votre produit, pour votre image, pour votre entreprise, ça doit respecter ces étapes-là. Sinon, l'effet, il ne sera pas là. Vous n'aurez pas un bon effet. J'ai mis play, hein. J'ai mis ouais. Il n'y aura pas ce résultat-là. Et ça, il ne faut pas le voir comme quelque chose, parce que souvent, la réponse, c'est « ouais, mais les gens n'ont pas envie de surjouer leurs images ou n'ont pas envie de storyteller, parce qu'en France, on n'a pas cette culture-là, c'est pas trop bien vu, alors que tout le monde le fait et qu'on adore quand les gens le font. Et les Américains, ils sont très à l'aise avec ça, eux, ils sont très à l'aise avec les histoires, le fait de raconter des histoires, etc. Tout à l'heure, il y a quelqu'un, vous parliez entre vous, et il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est toi qui as dit, je déteste le lire, mais j'adore quand il raconte, pendant 10 heures, je peux l'écouter en conférence quand il raconte des histoires. La raison, c'est parce qu'on aime tous les histoires. Tous les êtres humains aiment des histoires. C'est pour ça que, par exemple, Oussama Ammar, il cartonne. Alors que tout le monde sait que 3/4 de ce qu'il raconte, c'est probablement pas vrai, voire plus. Mais, comme il est bon à raconter des histoires et qu'on adore les histoires, on peut passer des heures à l'écouter. Et il est conscient de ça. Donc forcément, il le fait bien. C'est important, des histoires. C'est très, très important de raconter des histoires autour de vos produits. Comment est-ce que vous êtes amené à créer votre produit? Comment ça s'est passé? C'est pour ça que, par exemple, dans le marché que vous visez, si vous visez un marché qui est en lien avec votre personnalité, ça marchera très bien. Et vous allez avoir un petit peu plus de mal, ça veut pas dire que ça marchera moins bien, mais ça va être un peu plus compliqué si vous incarnez pas forcément votre marché. Je prends un exemple. Je suis quelqu'un en obésité morbide. J'ai perdu du poids tout seul parce que j'ai appris, j'ai lu des livres, etc. etc. Aujourd'hui, je suis en super forme et je décide de lancer un programme pour toutes les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Et toi, tu es juste un coach diplômé, tu dis, regardez, moi j'ai un super programme, j'ai fait des études, j'ai fait ça, achetez mon programme. Entre toi et moi, c'est moi qui vais cartonner. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en obésité morbide, ils vont se reconnaître dans mon histoire et l'idée inconsciemment va leur plaire. Ils vont se dire, c'est trop cool, c'est un mec, il a vécu la même chose que moi, il a réussi à s'en sortir, pourtant ça a été dur, il sait ce que je vis, il comprend ce que je vis, donc lui, il va mieux me comprendre que lui. Lui, il est diplômé, mais c'est qu'un diplôme, le diplôme, ça ne fait pas tout. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aller dans un marché où vous incarnez pas, ça, c'est pas grave. Moi, j'ai entraîné plein de gens, j'avais rien à voir avec eux, ils n'avaient rien à voir avec mon histoire. C'est possible. Mais si vous arrivez à allier les deux, à incarner votre marché, c'est un très gros plus. Moi, le hasard a fait, depuis février, je suis à 100% sur le marketing, mais j'ai commencé en octobre dernier. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé ma transition. Pourquoi est-ce que ça marche bien? Dieu merci. Et pourquoi est-ce que j'ai les opportunités que j'ai aujourd'hui et que ça se passe vraiment bien pour moi? C'est parce qu'en fait, indirectement, alors que c'était même pas voulu, mon histoire fait que ça m'a amené à là, en fait. Parce que moi, je suis un coach sportif, un préparateur physique qui a été diplômé, qui a dû trouver ses clients tout seul, qui a dû monter sa salle tout seul. Moi, depuis tout petit, j'ai lancé je ne sais combien de business, j'ai perdu je ne sais combien d'argent en achetant, en revendant des trucs, etc. Tout m'a tellement ramené au marketing et à la vente, à l'entrepreneuriat, qu'en fait, aujourd'hui, sans même forcer, en fait, je match avec mon marché, alors que sincèrement, c'est vraiment pas voulu. Ma transition, elle est plus stratégique, moi, dans mes objectifs de vie, que pour autre chose, en fait. C'est une transition volontaire de me dire, OK, dans la vie, je vais aller par là, donc je vais passer par là, ça y est, j'ai fait mon temps, et j'ai envie de clôturer ça, en fait. J'ai plus envie de faire ça, donc je clôture. Mais le hasard fait que ça matche tellement bien que, du coup, ça se passe bien, et que, indirectement, j'attire des clients du monde du sport. Parce que moi, ce n'était pas une volonté, par exemple, de travailler avec Max ou de travailler avec ATP et bientôt avec d'autres personnes. Mais en fait, le hasard a fait que Max cherchait un copywriter à ce moment-là. On a commencé à travailler ensemble. Et comme moi, en plus, j'ai cette expérience-là de préparateur physique, de coach, etc., forcément, c'est venu nourrir ça.
Et donc forcément, derrière, ça a pu attirer ATP qui a dit oui, mais du coup, tu as des bons résultats, on veut que tu fasses la même chose pour nous. Et puis en fait, puis eux, pareil, du coup, ils voient mon passé, ils disent ok, en plus, tu vas nous comprendre, parce que toi, tu as les deux casquettes. Donc en fait, c'est tout bénef. Et à chaque fois qu'on vient me voir, c'est toujours ce qui revient. C'est de dire, c'est le gros plus de dire, et en plus, il y a les résultats, parce que forcément, il faut du résultat, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais aussi ce truc de ah, tu as les deux casquettes. Tu as été préparateur physique et tu as été entrepreneur. Donc tu sais jongler de l'un à l'autre. Et tu as été aussi consommateur en tant que sportif, en tant qu'athlète, etc. Donc si vous arrivez à matcher ça, c'est jackpot garanti. C'est pour ça que je vais revenir dans ton cas aussi après, on va le détailler, mais si toi-même tu as été dans le BMX, tu as fait de la compétition, peu importe le niveau, ça va quand même venir nourrir ton produit. Parce que les gens ils vont dire, lui il nous comprend, il fait du BMX comme nous, c'est quelqu'un de chez nous. Donc il comprend, il sait, c'est pas juste quelqu'un qui a ouvert un livre et qui a appris le BMX comme ça. Donc ça, c'est des forces qu'il faut utiliser. Alors, pourquoi je vous ai mis cette image? C'est pour remettre le point sur le fait de forcer la vente. Tout à l'heure, donc, je vous ai expliqué, ne forcez pas la vente, ne forcez pas parce que ça va impacter la confiance. Mais aussi autre chose, en dézoomant, ce qu'il faut voir, c'est que en cherchant à tout prix à vendre, tout ce que vous allez faire, c'est ne pas vendre. Vous êtes tellement focalisé sur la vente en vous disant chacune de mes actions doit vendre, doit faire vendre, qu'en fait, vous n'allez pas réussir à vendre. Parce que toutes les actions ne doivent pas mener à la vente. Tout ce que vous faites n'a pas pour objectif d'amener un résultat de vente ou de chiffre d'affaires. Des fois, vous allez faire des choses pour votre image de marque. Des fois, vous allez faire des choses pour votre marketing. Des fois, vous allez faire des choses pour créer un lien avec votre audience. Des fois, vous allez faire des choses uniquement parce que ça vous fait plaisir et que c'est important pour vous dans votre santé mentale, etc. Tout ça, ça va amener à la vente. Mais n'ayez pas comme focus de vous dire je dois vendre, une story, vendre, un contenu, vendre. Non, vendre, non. Vous allez faire des stories, c'est pour tisser du lien avec votre audience, pour rigoler un coup. Vous allez faire un reel, c'est pour rigoler un coup. Ou c'est pour apporter de la valeur à votre audience, pour le donner un peu aux gens avant de demander, pour partager un peu avec les autres, pour montrer votre expertise. Ne demandez pas à chaque appel à l'action, clique sur le bouton pour acheter, clique sur le bouton pour acheter. Non, les gens, ils n'ont pas que ça à faire que d'acheter ce que tout le monde sort. Les gens achèteront quand ils estimeront que vous pouvez leur apporter quelque chose et quand ce que vous pouvez leur apporter, ils en ont besoin. Et c'est pour ça qu'on enchaîne avec ce point. Comme je vous ai dit tout à l'heure, gardez en tête, soyez tranquille avec ça, tout le monde s'en fout de ce que vous faites. S'il vous plaît. Gardez en tête que tout le monde s'en fout de ce que vous faites. Soyez décontractés, faites ce que vous avez à faire, une marche après l'autre, mais ne vous dites pas « Merde, j'ai sorti un Reels, s'il ne marche pas, c'est la cata, il a fait que 50 vues, ça y est, je vais me faire terminer. » Non. Faites des Reels qui ne sont pas parfaits. Faites des stories qui ne sont pas parfaites. Attendez pas le jour parfait, le soleil parfait pour faire une vidéo. Filmez vos entraînements, même si l'angle il n'est pas ouf, le téléphone il est par terre. Mieux vaut filmer un entraînement avec le téléphone par terre que jamais filmer. Mieux vaut faire une story où vous n'êtes pas coiffé que de jamais de faire de story. Mieux vaut faire des contenus où ouais, la lumière, le son il n'est pas ouf que de jamais faire de contenu. Parce qu'en fait, ça va aller en progressant. Vous n'allez pas, ne comparez pas, l'erreur que vous pouvez faire, c'est de comparer des gens qui sont aboutis à votre départ à vous et de comparer l'extérieur des gens à votre intérieur. Ça, c'est une très grosse erreur que vous pouvez faire. De vous dire, ah mais lui, il sort des vidéos, elles sont parfaites ces vidéos. Oui, mais lui, il sort des vidéos, ça fait peut-être 2 ans, 5 ans. Tu crois que ses premières vidéos, elles sont comme ça? Pas du tout. Pas du tout. Par exemple, là, le fait de filmer le cours, c'est la première fois. Probablement qu'il y aura d'autres fois. Cette première fois, elle va être assez catastrophique. Que ce soit en termes d'angle, que ce soit en termes de coupage, il n'y a pas Internet, truc. C'est pas grave. Au moins, il y aura une première vidéo, ça restera, ça sera ce que ça sera. La deuxième sera mieux, j'espère. La troisième sera mieux, et ainsi de suite. Moi, j'ai beaucoup fait cette erreur. Il faut que tout soit parfait. La page de vente, elle doit être parfaite. Le reel, il doit être parfait. Tout doit être parfait, sinon ça ne sort pas. Résultat, il y a beaucoup de moments où j'ai rien sorti. Alors que le simple fait de sortir des petites vidéos aurait suffi. Des petits trucs tranquilles, pas forcément de montage, etc. Ça aurait suffi. Donc, c'est dur, hein, ce conseil, mais soyez assez décontractés, gardez ça en tête et dites-vous, je fais. Je fais, je fais. Et ce qui compte, ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. On surestime ce qu'on peut faire à courte durée,
mais on sous-estime ce qu'on peut faire à longue durée. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous lever et vous allez vous dire, ouais, aujourd'hui, je vais faire tout ça, je vais aller ça, je vais à la salle, truc, je vais bosser tant d'heures, je finis le programme aujourd'hui, etc. Vous n'allez pas réussir. Une journée, c'est 24 heures. Par contre, vous n'avez pas idée de tout ce que vous pouvez accomplir en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, en 5 ans. C'est dur de voir dans 5 ans. C'est la vision long terme. C'est dur de voir dans 5 ans, puis surtout on se dit, ouais, mais non, c'est pas possible. Tout à l'heure, je vous ai donné des chiffres, ça vous a choqué, ouais, truc, il a fait tant de ventes et tout. Aujourd'hui, ça vous paraît dur. Mais ça se trouve dans 5 ans, ça se trouve cette année, vous allez être diplômé. À la fin de l'année, vous allez commencer à mettre en place des choses. Et décembre prochain, parce que vous allez être diplômé en juin, juillet, ça se trouve décembre prochain, vous allez repenser au cours et vous allez dire, ah, à l'époque, je ne me voyais pas faire ça. Bah, du coup, aujourd'hui, j'ai peut-être déjà 1 000 € qui rentrent tous les mois grâce à Internet. J'ai peut-être déjà 500 abonnés, je peux vendre 5 programmes par mois peut-être. C'est un exemple. Et vous serez seulement en décembre de l'année prochaine. Et ça se trouve, le décembre d'après, il y en a un de vous qui va percer ou une de vous qui va percer, qui aura 50 000, qui va dire, oh, jamais j'aurais pensé faire ça. Bah oui. Mais parce que tu n'aurais pas pensé faire ça le jour J. Mais là, entre-temps, tu as travaillé 1 an et demi. Tu as essayé des choses, tu as appris des choses, ta compétence, elle a fait que de monter. Donc, gardez vraiment ça en tête. Dans l'entrepreneuriat, c'est pour ça que je vous ai répété ce cours-là, votre collègue qui est parti, qui dit « Ouais, mais moi, de toute façon, j'étais là l'année dernière et tout ». Il n'a pas compris ni l'année dernière, ni cette année. Il faut faire en entrepreneuriat. Je peux vous donner tout le cours sur un papier noir sur blanc, ChatGPT peut vous faire un super résumé, ça ne vous servira à rien du tout. Parce que vous êtes obligé de faire les choses. C'est comme pour les sports. Toi, tu peux m'apprendre à faire du BMX autant que tu veux, tu vas me mettre sur un circuit, je vais tomber 14 fois. Pourtant, tu m'auras dit, mais non, regarde, il faut te pencher comme ça, etc. Moi, je peux vous prendre un par un, vous dire, regarde, dès qu'il y a un coup de poing, t'esquiver comme ça, tac, amener au sol, vous allez vous faire soumettre en 10 secondes top chrono. En fait, c'est normal, parce qu'il y a des choses, il faut les faire. Il y a des choses, c'est de la théorie, on peut comprendre. Ok, si je fais un cycle de force max, la méthode, tant, il faut tant de récupération, parce que physiologiquement, il y a tant. Ça, on peut le théoriser. On peut le faire comme ça. La pratique va apporter un gros plus, mais on peut quand même comprendre avec la théorie. L'entrepreneuriat, on ne peut pas. Ça, c'est le fait d'être à l'aise avec l'argent. Ça, c'est le client qui a senti que vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent. On va commencer à parler d'argent maintenant. Les clients qui sentent que vous n'êtes pas à l'aise avec l'argent, ils vont gratter. Et ils vont réussir, parce que de toute façon, vous êtes mal à l'aise avec l'argent. C'est comme un peu l'odeur du sang, comme un requin avec l'odeur du sang. Ben, c'est exactement pareil. Soyez à l'aise avec l'argent. Apprenez à d'abord demander des petites sommes. Forcément, il faut commencer par là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, vous allez vraiment vous sentir à l'aise. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous ne l'êtes pas, et si vous ne faites pas le travail pour être à l'aise, parce que pareil, il faut faire le travail pour être à l'aise, les gens vont le sentir. Je me rappellerai toujours la première fois que j'avais signé un gros contrat de coaching, je crois que c'était dans mon local, mais je crois que c'était 600 € par mois, je crois, un truc comme ça, pour un client. C'était une cliente. J'étais choqué quand elle m'a fait le chèque. Et même moi, je me suis revu en train d'être choqué. Même elle a dû se dire, mais pourquoi il est choqué? Il est bizarre, lui. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'était inconcevable. À l'époque, j'étais à votre place, j'étais en licence 3. Et le fait de me dire qu'une cliente va me donner 600 € par mois, c'était déjà énorme. Parce que 600 €, c'est énorme. Surtout, il y a ça bientôt 5-6 ans. 5 ans peut-être. Donc, c'était énorme déjà à 5 ans. Imaginez-vous aujourd'hui un client. Moi, dans ma tête, j'avais déjà fait le calcul. Je me dis, OK, il en faut 10, ça fait 6 000. OK, c'est bon, je suis bien. Donc, soyez à l'aise avec ça. Forcément, vous allez passer par ces moments-là. Forcément qu'à un moment donné, vous allez passer par ces moments-là. Mais soyez à l'aise avec l'argent. Le fait de demander de l'argent, vous ne faites pas l'aumône quand vous vendez quelque chose. Non, vous avez travaillé, vous avez appris des compétences, vous avez des compétences, vous demandez le prix de ces compétences, ce que vos compétences valent. Et vous devez vous-même être d'accord que ces compétences valent ça, sinon ça va sentir que vous-même, vous n'y croyez pas. Et le meilleur effet, avec le prix, c'est l'effet de cadrage. L'effet de cadrage, c'est quoi? C'est le fait de dire, par exemple, vous voyez ces écouteurs, ces micros, pardon, ils font ça, ils font ceci, cela, les micros Bluetooth, etc., etc. Et les concurrents, ils les vendent 400 €. À ton avis, combien coûtent les miens? Comme un peu tout à l'heure, ils vont dire 350, l'autre 450, etc. Moi, je dis, bah non, regarde, les miens, ils coûtent 200 €. Ah, vous allez dire, ouais, super offre, incroyable. Les siens, ils coûtent 2 fois moins cher.
Pourquoi? Parce que je vous ai cadré, je vous ai fait intégrer que normalement ça vaut 400 €, mais que moi ça vaut que 200 €. Donc vous allez vous dire, ah ouais, c'est une super offre. Il y a une étude qui a été faite. Ils ont pris des amateurs qui n'y connaissent rien en immobilier. Rien du tout. Et ils leur ont montré une maison et leur ont dit, la maison, je ne sais plus c'était combien, mais allez, on va dire 200 000 €. Et ils leur ont dit, voilà, la maison elle coûte 200 000 €. À combien vous l'estimez? Alors, il y a des agents immobiliers qui ont dit, ouais, moi j'en donnerais 195, moi 185, etc. Ils ont estimé comme ça. Effectivement, ils ont été assez proches. Mais les amateurs à qui ils ont montré qu'ils s'y connaissaient rien en immobilier, ils ont fait exactement les mêmes. Et la réalité, c'est que la maison, elle ne valait absolument pas 200 000. Mais comme dans l'étude, ils leur ont dit aux agents immobiliers, la maison, elle coûte 200 000, vous pensez qu'elle coûte combien? Ben eux, indirectement, ils se sont dit quoi? C'est inconscient tout ça. Ils se sont dit, attends, c'est quelqu'un qui a estimé 200 000, un autre pro qui a estimé 200 000, je ne peux pas dire que ça coûte 300 000, parce que sinon je passerais pour un mec bizarre, à dire que ça coûte 100 000 € de plus. Donc, par biais de conformité, par biais de manteau, les gens ont dit, ah, 195, 185, 190, les mêmes estimations que les gens qui n'y connaissaient absolument rien. Effet de cadrage. Si vous arrivez à faire cet effet de cadrage dans vos pages de vente ou à l'oral à vos clients, bah en fait, vous pouvez vendre à n'importe quel prix. Après, c'est vous et vos capacités à mettre en avant et à augmenter la valeur perçue de vos produits. Oh, pardon. Là, il y avait l'exemple de Zeta. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de vêtements très nichée dans le CrossFit. Et c'est un ami qui m'en a parlé. Et en gros, ce qu'ils ont fait au début, c'est qu'ils ont accepté qu'un certain nombre de personnes. C'était un chiffre, je sais plus trop c'était quoi, je ne me rappelle plus trop, mais ils ont dit par exemple, au début ils ont pris que 600 personnes. Après ils sont arrêtés à 635, parce que ça avait un lien avec le CrossFit, le chiffre. Et ils ont fait par palier comme ça. Et ils ont créé de l'exclusivité comme ça, de la rareté comme ça. Et quand ils sortent des produits, ils sortent un certain nombre de produits limités pour créer de la rareté. Parce que probablement que dans leur réflexion, dans leur marketing, ils se sont dit, bon, on veut sortir une marque de vêtements, mais il y en a déjà des milliers. Nous, on va se nicher dans le CrossFit. Donc, comment on fait? On va faire appel à des influenceurs. Mais ça ne suffit pas. Donc, on va mettre en place de la rareté. Mais comment on met en place de la rareté? On va faire un compte Insta où tout le monde n'aura pas accès. Comme ça, il n'y a que ceux qui sont dedans qui peuvent rentrer. Et sinon, on va choisir qui rentre dedans, etc. Ils ont créé une certaine de communauté. Ils ont fait... Je ne le dis pas du tout pour charrier les crossfitters, mais ils ont fait ce qu'a fait Pagani en version low cost, quoi. C'est un peu, ils se sont dit, voilà, on va faire un peu comme Pagani, mais bon, nous, on n'est pas Pagani, donc on va commencer juste tranquille comme ça. Mais c'est exactement la même idée. Voilà comment, comme la FIC à 2,6 millions, comment sortir une marque de vêtements, mais de façon intelligente. C'est une très bonne chose qu'ils ont fait. On va passer maintenant rapidement sur la gestion. Une entreprise, c'est très simple, c'est l'argent que vous générez, vous déduisez ce que ça vous a coûté, et ce qui reste, c'est dans votre poche. Une fois que vous avez enlevé les impôts, ce que ça vous a coûté en frais professionnels, etc. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se compliquer beaucoup plus que ça. Il n'y a pas besoin de prendre des cours de comptabilité, les actifs. Non. Qu'est-ce que j'ai gagné? Combien ça m'a coûté? Et est-ce que ça me coûte plus cher d'aller travailler que de rester à la maison? Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez 500 € de loyer à la salle et que vous gagnez 500 € avec vos coachings, bah vous avez meilleur temps de rester chez vous, ça vous laisse 0 €. Et encore, je n'ai même pas compté tout ce qui est URSSAF. Ok, donc très simple. Combien j'arrive à générer? Une fois que j'enlève toutes mes charges, combien il me reste dans la poche? C'est du positif, c'est cool. C'est pas du positif, c'est pas cool. C'est ça le calcul à faire. Il n'y a pas besoin de s'embêter beaucoup plus et de se casser la tête. Après vous, effectivement, le calcul est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a l'URSSAF, il y a les charges pro, qu'est-ce que je peux déduire, etc. Mais ça arrivera en temps voulu. Nous, on va voir maintenant comment scaler. Scaler, ça veut dire quoi? C'est comment multiplier à des grandes échelles, comment réussir à exploser le chiffre d'affaires. On a toujours notre chiffre d'affaires généré. Mais
dans nos... j'ai oublié de fermer la parenthèse. Dans nos charges de tout à l'heure, j'ai un peu plus détaillé. J'ai mis les charges professionnelles, le loyer que je paye à la salle, etc. J'ai mis les impôts, tout ce qui est URSSAF et tout. Et j'ai mis le temps passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une séance de coaching, par exemple, c'est 1 heure, on va dire. Ça me coûte 1 heure. Je ne calcule pas le temps que vous mettez pour faire les séances. On va simplifier. Je travaille 1 heure, ça me génère 50 euros. Sur les 50 euros, j'enlève les impôts, j'enlève la partie charge à la salle. Qu'est-ce qui me reste? Ça, c'est le calcul de façon un peu plus détaillée. Si vous avez envie d'exploser, d'aller chercher à des grandes échelles, il y a uniquement ici que vous avez un levier. Un levier, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur quoi je peux avoir une action pour que ça multiplie mes résultats. Les charges professionnelles, vous ne pouvez pas, dans le sens où le loyer à la salle, ça reste le loyer à la salle. C'est par mois, vous ne pouvez pas le baisser. Vous ne pouvez pas jouer dessus. Les impôts, vous ne pouvez pas jouer dessus. C'est fixe, c'est tant de pourcents, tu travailles, tant de pourcents, tu es à tel chiffre d'affaires, c'est tant de pourcents, toi personnellement, tu es à telle tranche, c'est tant de pourcents. Ça, vous ne pouvez rien faire dessus. La chose sur laquelle vous pouvez avoir une incidence, c'est le temps passé. Si, pour faire une séance de coaching, ça me prend 1 heure, et que ça me prendra toujours 1 heure, donc à chaque fois, ça me coûte 1 heure de temps, mais que par contre, mon programme d'entraînement sous format PDF, ça m'a pris 5 heures pour le faire. Mais ça m'a pris 5 heures une fois. Ça veut dire que si je le vends à une personne, ça m'a pris 5 fois 1 heure. Ça m'a pris une fois, plus dans ce sens-là, une fois, 5 heures. Donc ça me coûte 5 heures. Mais si je le vends le même programme à 2 personnes, ça m'a coûté 2 fois... Le calcul, il n'est pas bon du tout. C'est 5 divisé, exactement. 5 divisé par 1. Du coup, si on est à 2, ça fait 2,5. Parce que je n'ai pas travaillé beaucoup plus, le programme c'est le même. Je l'ai juste envoyé ou je l'ai juste vendu via mon site. Et si maintenant je le vends à 5 personnes, ça m'aura coûté plus qu'1 heure. Et si maintenant je le vends à 10 personnes, et etc. et etc. C'est pour ça que pour scaler et pour grandir à une échelle comme ça, vous n'avez pas d'autre choix que les produits digitaux ou les produits qui peuvent être scalables. Les produits qui peuvent être scalables, c'est justement les produits où je n'ai pas besoin de travailler plus pour le vendre plus. J'ai besoin de le faire une seule fois. C'est pour ça quand on vient aux t-shirts, les t-shirts, chaque t-shirt, il y a un coût d'envoi, chaque t-shirt, il y a un coût de fabrication, etc. Je ne peux pas le baisser. Oui, en commandant 10 000 t-shirts, le fournisseur il va me faire un prix, ça c'est une chose, mais ça me demande quand même du temps. Je peux pas, il y a une certaine limite. Quand je suis dans la formation, je peux avoir une limite, parce que là, par exemple, c'est de la formation en présentiel, mais si vous êtes comme nous, en ligne, vous pouvez scaler. Là, Max, il a fait la formation. On a terminé la 3e version là. Ça ne nous demande pas plus de temps pour vendre à plus. Là, par exemple, au Black Friday, on a eu je ne sais pas combien de nouveaux clients. Max, il n'a pas été obligé de recommencer la formation depuis le début. La formation, c'est toujours la même. On l'a juste vendu à plus de personnes. Parce qu'une fois que c'est en place, ça peut être multiplié. On pourrait avoir 1000 clients que ça ne changerait rien. La formation, elle resterait la même. Il y a les prestations de services. Typiquement, nous, il y a un nombre de temps limité. Une journée, c'est 24 heures. Vous ne pouvez pas faire beaucoup plus. Même si vous ne mangez pas, même si vous ne vous arrêtez pas de travailler, le nombre de coaching que vous pouvez faire tous les jours est limité. Même si vous vous levez à 6 heures et que vous n'arrêtez pas jusqu'à 22 heures, vous faites que ça de votre vie, vous ne pourrez pas faire beaucoup plus que 6 heures, 22 heures. Le nombre de clients, il sera fixe. Il n'y a pas un jour où vous ferez 10, l'autre jour 15, l'autre jour 2, non. Mais du coup, tu n'es pas dans le même business, tu n'es pas dans la prestation de service. Ouais. C'est autre chose. Mais effectivement, c'est une solution si à un moment tu veux grandir. C'est pour ça qu'il faut comprendre, le but de tout ça, c'est de vous faire comprendre. Je termine par la prochaine slide, tu vas voir. Et il y a les produits digitaux, comme je disais. Le fait de dire, voilà, c'est un PDF, je peux l'envoyer à 10 000 personnes, c'est exactement pareil pour moi. C'est exactement pareil, le PDF, il est fini, il est fait. Que ce soit un programme, un livre, une formation, des recettes, peu importe.
pour ça que je te disais, l'intérêt de tout ça, c'est de comprendre dans quel business vous êtes. Et d'un business à l'autre, ce n'est pas les mêmes stratégies. Vous ne jouez pas au même jeu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui prennent un conseil d'un type de business et qui le ramènent à un autre type de business. Et les gens 11h30, oh, ça passe trop vite. Ils prennent les conseils, ils les mettent à d'autres types de business, ça ne marche pas. Chaque business est différent. Quand vous vendez des t-shirts, vous devez avoir d'autres stratégies que quand vous vendez des PDF, si vous voulez grandir. Parce que le but aussi d'une entreprise, c'est de grandir. Il n'y a jamais rien qui stagne, gardez-le en tête, surtout en entrepreneuriat. Les choses, elles évoluent, soit vers le bas, soit vers le haut. Je vais parler de prix très rapidement. Si vous mettez 9,99, ça va donner un côté moins cher, mais ça va donner un côté low cost. Garde-le en tête. OK ? Si vous mettez un prix arrondi, si là on mettait 10 €, ça donnerait plus l'impression d'avoir un prix élitiste, d'un produit plus haut de gamme. C'est comme ça, c'est des biais humains. Il y a beaucoup de stratégies avec les prix. Pour les annoncer, je vous ai parlé d'ancrage tout à l'heure. Vous devez un petit peu connaître toutes ces petites astuces pour ne pas mal présenter votre produit et pour ne pas mal vendre vos programmes. À vous de garder en tête. Le prix, c'est un signal. Ça veut dire quoi? Le prix, c'est une information que vous donnez aux autres. Vous transmettez quelque chose à travers le prix. Ces voitures-là, c'est exactement les mêmes. Seat, Exeo, Audi A4. C'est exactement les mêmes de la tête aux pieds. C'est la même base, c'est tout pareil, l'intérieur, c'est tout le même. Là, ils ont un peu changé on voit pas trop, hein. Là, ils ont un peu changé Ils changent 2-3 détails, c'est exactement les mêmes. Ils appartiennent au même groupe. Ça fait partie de leur stratégie d'avoir ce qu'ils appellent des bases communes et de faire plusieurs voitures avec la même base. Pourquoi il y a deux prix différents? Pardon? C'est pas le même public qui est visé, exactement. Le produit reste le même, mais grâce à l'image Audi avec le rallye, etc., on veut vendre plus cher. Par exemple, n'importe quoi, 14 000. Cette voiture, c'est la même, mais on a pris une marque qui est un peu moins chère. On va prendre exactement la même voiture, on va la recarrosser, on va la rendre un petit peu moins bien à travers 2-3 petits détails. Bim, 11 000. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le groupe, c'est le groupe Volkswagen à qui ça appartient, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui se passe? Des gens qui cherchent une voiture familiale comme ça. Ceux qui ont grave les moyens, ils vont acheter Audi. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont acheter Seat. Sachant que là, le prix, j'ai mis n'importe quoi comme prix, c'est pour illustrer. Il n'y a pas une grande différence de prix. Mais en vrai, il y a une grande différence de prix. C'est que si celle-là neuve, elle vaut 80 000, peut-être que celle-là neuve, je ne sais pas, toute option, elle vaut 50. Il y a 30 000 € de différence. Là, vous allez avoir des chefs d'entreprise, des chefs de PME et des gens qui ont de l'argent, des avocats, etc. Là, vous allez peut-être avoir la voiture d'un père de famille normal qui a cotisé plusieurs années pour s'acheter ça, pour s'acheter un break familial. La voiture, c'est exactement le même. Mais à travers le prix, on a attaqué deux marchés différents. Apple, très simple sur les AirPods. Oui, vous pouvez les prendre et les comparer et dire oui, non mais attends, celui-là, Under, il y a un peu plus d'autonomie, celui-là, pareil, plus d'autonomie, etc., etc. La réalité, c'est quoi? Là, on a AirPod entrée de gamme. Celui-là, il n'y a pas d'isolation de bruit. Voilà. Parce qu'il ne faut pas déconner, on ne va quand même pas donner, entre guillemets, aux pauvres la technologie des gens qui payent plus. On ne leur donne pas. Okay. La version avec... elle coûte beaucoup plus cher. Ouais, elle coûte 200, il me semble, la version avec réducteur de bruit. Mais en gros, première version, tranquille. Des petits écouteurs Apple, très sympa, très beau. Ensuite, pour ceux qui ont un petit peu plus d'argent, bah, la version Pro. En plus, on lui a mis le nom Pro. Donc tout de suite, on sent que ce n'est pas le même produit. Hop, le design différent. Pourquoi le design différent? Je vous la fais vraiment vite, hein, parce que le temps passe et vous avez besoin de manger. Le design différent, c'est pour que les gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que les gens puissent se reconnaître. Si moi, j'ai mis quasiment 100 € de plus, on va dire 150 € de plus, que toi, par exemple, ben, je n'ai pas envie que mes écouteurs, ça soit les mêmes que les tiens, pour qu'on comprenne que moi, j'ai un peu plus d'argent que toi. C'est exactement pour ça qu'ils sont comme ça. Hein. Et le prix qui dit, bah voilà, au-dessus de gamme. Et ensuite, pour les gens qui sont vraiment aisés, voilà, un produit pareil, il se différencie complètement des autres. Rien à voir. On n'est plus sur des petits écouteurs, on est sur un casque. Et
Comme les gens, ils ont de l'argent et qu'ils dépensent quand même quasiment 600 €, on va leur laisser le choix de choisir la couleur quand même. C'est uniquement pour ça qu'il y a ça. Hein. Apple, ils pourraient faire la même chose pour les écouteurs. Ça leur coûterait rien. Mais ils ne vont pas se casser la tête à faire de la personnalisation sur un produit d'entrée de gamme. Ils ne vont pas se casser la tête à faire de la personnalisation sur un produit comme ça. C'est les mêmes pour tout le monde, sachant qu'eux, on les a déjà un petit peu divisés. Donc voilà, ce n'est pas les mêmes. Et pour vraiment diviser les riches, entre guillemets, même si vous voulez avoir des AirPods Max, ça ne rend pas riche, mais pour vraiment diviser tout le monde, ok, c'est un autre produit et c'est des couleurs. Voilà. Leçon de marketing en 3 étapes. Apple, ils sont très forts là-dessus. Ils sont très très forts là-dessus. Sur le marketing, ils sont très très forts depuis très longtemps. Vous, à votre échelle, vous pouvez faire ça, pas de la même façon. Vous n'allez pas dire, ton programme, je le fais rose, t'inquiète, il sera plus cher. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais vous pouvez trouver des tactiques pour avoir des programmes de gamme différentes. Pourquoi Burberry a brûlé des millions d'euros de produits? Parce qu'en tant que marque de luxe, la dernière chose qu'ils ont envie, c'est que leurs invendus soient vendus moins cher. Bah oui, parce que le mec qui met Burberry, il n'a pas envie que des gens comme vous et moi puissent acheter du Burberry à moins 50% sur vente privée. Donc il se dit, on préfère brûler. Donc ils ont brûlé 30 millions. Ils préfèrent brûler 30 millions que de venir nuire à l'image de marque qu'ils ont mis des années à construire. Pour la simple et unique raison, c'est que image, pricing, le prix, c'est un signal. Je termine sur ces slides. Quand vous êtes entrepreneur, je vous disais, vous devez être pirate, vous devez être geek, vous devez être entrepreneur, etc. Je vous ai mis eux, c'est vraiment pour illustrer. Vous devez être toutes ces personnes dans la même journée et tout le temps. Des fois, vous devez savoir évoluer comme les situations. Moi, je ne suis pas du tout ce qu'elle fait, hein, vous imaginez bien, mais je regarde ce qu'elle fait parce qu'en vrai, elle fait des très bonnes choses. Sa façon d'amener ses projets, etc., c'est très bien. On aime ou on n'aime pas. Moi, tout ce que je regarde, c'est qu'elle fait des choses bien. Sa façon de sortir sa marque, ce n'est pas la même façon de sortir la marque que les autres. C'est factuel. Cristiano Ronaldo, c'est pour le côté travail. On peut l'aimer et ne pas l'aimer. C'est un bosseur. Si vous êtes un entrepreneur qui veut réussir, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler. Impossible autrement. Vous pouvez être le petit escroc qui a réussi. Il y en a plein ils ont fait un coup de génie, ils ont eu de la chance, il y a un contenu qui a buzzé, ils vont réussir. La réalité, c'est que tôt ou tard, ça vous rattrape. Tôt ou tard. Il y a rarement des gens qui arrivent à profiter de ça toute leur vie. C'est très rare. Des fois, ça met 20 ans, 30 ans. Hein. Ça vous rattrape. Oussama Hamar, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, maintenant, il est ailleurs. C'est un peu compliqué de revenir en France. Il ne peut plus faire des projets comme il faisait avant parce que personne n'a envie d'investir avec lui. Et il sort des formations en ligne avec des pubs, etc. Moi, je le suis depuis très longtemps, des choses qu'il ne faisait pas avant. Probablement parce qu'il est obligé de le faire maintenant. Et qu'il n'a pas d'autre choix parce que ça ne marche plus aussi bien qu'avant. Et il faut toujours qu'il se surenchérisse. C'est pour ça aussi, il sort des contenus toujours un peu ce qu'on appelle putaclic parce qu'il est obligé de faire ça. Mais si vous travaillez, ça mettra peut-être plus de temps que les autres, mais la fin de la route, elle sera beaucoup plus sûre. Elon Musk, c'est pour le côté maître d'œuvre, parce que quoi qu'on dise, pareil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un milliard de choses, je ne suis pas d'accord avec lui, mais il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort de dire, je vais faire des voitures autonomes, vous allez voir. Ouais, les premières Tesla, c'était un scandale et tout. Le fait est que Tesla, c'est probablement le futur. D'une certaine façon, tout le monde ne pourra pas avoir des voitures électriques, c'est pas possible. Mais il est fort. Il a dit, je vais faire reposer des fusées, il l'a fait. Il a dit, je vais acheter Twitter, je vais le changer, ça va être mieux. Il l'a fait d'une certaine façon. Pareil, tout n'est pas parfait, c'est très compliqué, surtout à leurs échelles à eux. Jeff Bezos, pour l'histoire, là où il est très fort, c'est qu'il a su flairer des opportunités. Pour info, Amazon a commencé, il a pris une page internet, il a mis tous les livres de son père qui traînaient dans le garage, et il fallait faire à l'époque CTRL F pour trouver est-ce que le livre était disponible et acheter le livre. Il a fait ça en une journée. Ça a tellement bien marché qu'il s'est dit, mais attends, il y a un truc à faire. Et petit à petit, il a grandi. Il a su flairer une bonne occasion. Il n'a pas passé 10 heures, 10 jours ou 10 semaines à faire un produit. En une journée, il l'a fait, il a vu ce que ça a donné. Pareil, un conseil très rapide, votre projet peut être fait en une journée grand max. Peu importe ce que vous avez à faire. En une journée, ça peut être fait. Si vous êtes incapable de le faire en une journée, c'est que vous êtes incapable de sortir un produit qui est imparfait, et donc c'est que vous n'êtes pas encore prêt à faire un entrepreneur, vous n'êtes pas encore prêt à être entrepreneur. Vous n'êtes pas encore prêt à gagner votre vie en tant que coach indépendant, préparateur physique indépendant. Il faut être prêt à faire des choses imparfaites et chercher justement à les rendre parfaites. Parce que de toute façon, le produit parfait n'existe pas et vous le ferez clairement pas. Donc, gardez ça en tête. Je le fais très très courte, pourtant c'est une leçon importante. Et Mark Zuckerberg, c'est pour le fait de s'inventer. Je ne vais pas déballer beaucoup plus, on en a déjà assez parlé. Je propose qu'on enchaîne rapidement sur les questions. Ouais.
Je te réponds tout de suite. Pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable. Tout le monde est sur les réseaux. C'est la meilleure façon de se faire connaître et la façon la plus simple. Vous pouvez essayer de vous faire connaître autrement. Ça va être beaucoup plus compliqué. La question, c'est juste par qui tu veux te faire connaître. Si tu as envie d'être coach dans une salle, que dans ta salle, tu as assez de clients et tu arrives à te faire connaître au sein de ta salle et à très bien gagner ta vie, c'est largement possible. Moi, j'ai des amis, ils le font, ils ont des super salaires, ça se passe très très bien et c'est super. Si tu as envie de chercher un public plus grand et à grandir et peut-être potentiellement à penser au futur et à générer des revenus passifs, comme on appelle ça, je te conseille d'aller sur Internet. Mais pour moi, Internet, ça reste indispensable parce que forcément qu'à un moment donné, au même titre que toi, quand tu cherches un resto, tu cherches sur Internet, les gens vont chercher sur Internet. Et donc, si tu n'existes pas sur Internet, ils vont trouver ça bizarre, ils vont dire que c'est bizarre. Pour moi, aujourd'hui, c'est impossible de faire ça. Pour te répondre à la question sur la niche, tu m'as dit est-ce qu'on peut commencer dans une niche moi, je fais du BMX, etc. Il n'y a pas grand monde. Oui. D'ailleurs, commencez par une niche. N'essayez pas de faire du BMX et de la pole dance. Non. BMX, et quand vous dominez une niche, vous avez le droit d'attaquer une autre niche. C'est ça une leçon à comprendre. Amazon, ils ne se sont pas dit, dès le premier jour, on va vendre des livres, à manger, des produits électroniques, etc. Non, ils ont commencé que par des livres de base. Et quand ils ont dominé que les librairies, elles vendaient plus grand-chose, ils se sont dit, OK, on va commencer à mettre des produits électroniques. Puis une fois que ça a commencé à carte de ouf, ils se sont dit, mais attends, pourquoi on ne livrerait pas à manger comme les supermarchés? Et ça ne se fait pas en France, ça se fait beaucoup plus aux États-Unis. Mais ils livrent tout. Mais petit à petit. N'essayez pas de faire de la force athlétique et du MMA en même temps. Parce qu'en fait, vous allez perdre en crédibilité. Les gens vont se dire, mais pourquoi il fait du BMX et du MMA en même temps? Ciblez une niche. Si vous voulez faire de la perte de poids, faites que de la perte de poids. Soyez le spécialiste d'un domaine, dominez un domaine et après passez à autre chose. Légalement, ce n'est pas autorisé de dominer une niche, enfin de dominer un marché, pardon, parce qu'il faut de la concurrence, etc. Mais niveau stratégie, la meilleure chose, c'est de dominer, même si vous pourrez de toute façon jamais dominer à 100%. Mais soyez expert dans un truc avant de vous éparpiller. Ne vous éparpillez pas. D'autres questions? Vous avez dit que ce qui était bien, c'était de jouer grosso modo sur le temps passé dans les charges. Pour ce qu'elle est, ouais. Mais dans cette équation, on peut aussi jouer sur, j'imagine, du coup, le chiffre d'affaires. Est-ce que dans une époque où tout devient justement numérique, on peut faire du scaling à mort, est-ce qu'on ne peut pas faire presque un retour vers l'arrière et proposer des prestations peut-être un peu plus chères, personnalisées et en présentiel? Je vais te répondre très vite, tu as déjà donné une certaine partie de la réponse. La problématique, c'est que comment tu impactes ton chiffre d'affaires en travaillant plus? Parce que forcément, il faut produire plus. Et pour produire plus, il te faut du temps. Donc, tu n'as pas le choix. Ton coaching, il coûtera toujours 1 heure. Si tu as envie de rester dans la prestation de service, mais de scaler, c'est une très bonne remarque. Il faut passer par quoi? Il faut passer par facturer plus cher. Comment est-ce que tu factures plus cher? En faisant des meilleures prestations et en visant un autre marché. Toi et moi, on peut faire exactement les mêmes coachings. Moi, je vais coacher des avocats, je vais demander 200 €. Toi, tu vas coacher des monsieur et madame tout le monde, tu vas demander entre 30 et 50 €. Il y a même des gens qui demandent 500 € la séance. Il y a des gens, je connais des gens, ils coachent que des stars entre guillemets. C'est pas le même prix, ça c'est sûr. Mais il faut réussir à rentrer dans ce marché-là. C'est la plus grande difficulté. Mais oui, demain, tu peux te dire, moi, je vais coacher que des avocats, je demande 100 € de la séance, je vais faire que 3 séances par jour. Mais les séances, elles vont être, parce que forcément, il faut la qualité qui va avec, etc. Et ouais, tu vas exploser. Mais même dans ce marché-là, tu auras ta limite. Parce que le nombre d'avocats que tu peux coacher en une journée est limité. Donc, en fait, le scaling, il n'est pas possible avec ce genre de business. Mais tu peux grandir avec ce genre de business. Attention à pas mal comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, peut-être que je me suis mal exprimé. Il y a une différence entre croître et croître beaucoup et scaler. Scaler, ça veut dire vraiment exploser à des échelles. Tu ne pourras pas faire, tu vois, par exemple, tu ne pourras pas faire 100 000 € en une journée avec des coachings. Qui tu vas facturer pour faire 100 000 €? Tu peux faire 100 000 € de vente en une journée sur Internet. Tu as l'audience, tu as le marketing pour, tu fais 100 000 € sans aucune pression. Et là, la différence.